1789, Paris s'embrase. La France s'enfonce dans la crise depuis la fin de la guerre d'indépendance américaine. Les caisses sont vides, les récoltes sont mauvaises, et le roi ne parvient pas à réformer l'État et la société, bloqués par l'hostilité des classes dirigeantes. La Révolution arrange bien les autres puissances. On y voit une chance d'affaiblir le roi, et avec lui, son royaume, qui reste la première puissance militaire du continent. Mais quand on s'aperçoit que le roi n'est pas juste affaibli, mais qu'il s'apprête à perdre sa couronne, et probablement sa tête avec elle, la situation devient inacceptable. Il ne faudrait pas que les autres peuples européens prennent exemple sur Paris. Et puis, le roi de France est lié aux autres familles royales, et surtout à celle d'Autriche, grâce à son mariage avec Marie-Antoinette. Alors, en 1792, éclate un premier conflit. La quasi-totalité des royautés européennes prennent les armes contre la France révolutionnaire. L'Autriche, la Prusse, l'Espagne, la Russie et le Royaume-Uni sont pour la première fois réunis autour d'un objectif commun: écraser les idéaux révolutionnaires, rétablir l'ordre traditionnel en France, et pourquoi pas, en profiter pour affaiblir ce pays trop dangereux. C'est un lamentable échec. Pire, elle accélère la chute de Louis XVI et son exécution, ainsi que l'instauration de la République, tandis que la coalition patine contre une France désordonnée qui se bat contre elle-même, notamment en Vendée. Au nord, l'Autriche est incapable de défendre ses Pays-Bas, tandis que les Provinces-Unies proclament la République batave après une brillante campagne française. Ces victoires poussent l'Espagne et la Prusse à se retirer du conflit en acceptant de céder des territoires. Mais l'Autriche, elle, poursuit le combat. Les offensives françaises se concentrent alors en Allemagne, où l'avancée est très compliquée, et en Italie, où un jeune général humilie les États italiens et l'armée autrichienne, alors même que son front devrait être secondaire dans le conflit. Ce général, Bonaparte, réorganise la région au fil de ses victoires. Il signe des traités sans attendre les ordres de Paris. En 1797, il négocie seul avec l'Autriche, Paris lui laissant les mains libres, et obtient un traité très avantageux, mais dédommage aussi l'Autriche pour ses pertes territoriales. Bref, la suite vous la connaissez sûrement dans ses grandes lignes. La guerre reprend bientôt, Bonaparte part en Égypte puis retourne à Paris, où il finit par prendre le pouvoir avec un coup d'état, avant de se faire nommer empereur des Français. Sous son règne, il modernise intensément la France et l'Europe, mais subit et déclenche aussi de trop nombreuses guerres. Il s'attire aussi les foudres des nationalistes allemands, puisqu'il devient la plus grande entrave à la formation d'un État allemand unifié. Et de fait, il réorganise la région en créant la Confédération du Rhin, qui regroupe une multitude de petits États allemands, vassaux de la France, et qui vient combler le vide laissé par la dissolution du Saint-Empire romain germanique. Les nombreuses batailles perdues par les Allemands, comme Austerlitz et Iéna, ainsi que l'occupation de plusieurs villes par les garnisons françaises, n'arrangent pas non plus la situation. Lorsque Napoléon est finalement vaincu par les nouvelles coalitions, l'Allemagne se retrouve plus unifiée que jamais. Les idéaux révolutionnaires et l'occupation française ont exacerbé le nationalisme allemand, tandis que la nouvelle confédération allemande, qui vient remplacer la confédération du Rhin, se dote d'une constitution et d'institutions communes à tous ses membres. Les nationalistes espèrent pouvoir transformer celle-ci en un véritable État fédéral à terme. Mais c'est un rêve vain, les souverains locaux ne sont pas prêts pour ça, et la rivalité entre la Prusse et l'Autriche bloque le processus. Après l'interlude napoléonienne, les monarchies européennes se trouvent à un nouveau mot d'ordre. Il faut éviter et réprimer toute nouvelle tentative de révolution, afin que ce qui s'est passé ne se reproduise plus jamais. Mais malheureusement pour elle, Paris ne se tient pas tranquille, et dès 1830, y éclatent de nouvelles insurrections qui provoquent l'abdication du roi Charles X et l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe, et avec lui, de la bourgeoisie. Ces insurrections libérales se diffusent en Europe. Plusieurs souverains allemands y font face, la Belgique elle-même obtient son indépendance, tandis que l'Italie est de plus en plus agitée par les libéraux et les nationalistes de tous bords. Mais le grand tremblement arrive en 1848, et encore une fois, les troupes viennent de Paris, où une révolution chasse le roi et instaure la République. Cette révolution-ci connaît un écho incroyable en Europe. C'est le printemps des peuples. Il touche tout particulièrement l'Allemagne, l'Italie et l'Empire autrichien. À Berlin, on peut lire sur les murs « Salut à toi, peuple français, à toi notre connaissance, la voix du peuple a parlé au peuple, et les peuples saluent avec joie l'avenir que tu leur as dévoilé. » Des dizaines d'insurrections éclatent dans les différents États allemands, revendiquant des libertés et l'unification de la nation allemande en un seul État. Le mouvement est similaire en Italie, mais en Autriche, les peuples se révoltent au contraire afin de s'émanciper de Vienne, d'obtenir la création d'États indépendants, avec en tête de proue la Hongrie. Ces mouvements ne mènent à rien, ils sont incapables de se coordonner et les souverains les écrasent partout avec l'aide de l'armée. Le roi de Prusse refuse même de devenir le premier empereur d'une Allemagne unifiée. Mais il devient de plus en plus compliqué de s'opposer à ces tendances.
Le libéralisme et le nationalisme vont de plus en plus s'imprégner au sein des pensées et des gouvernements européens. Le roi de Prusse tente d'ailleurs de faire cette unification après 1848. Mais il se heurte à l'hostilité de l'Autriche qui refuse de voir un état allemand se créer sans elle. C'est toujours le même problème. Les nationalistes allemands hésitent entre fonder une petite Allemagne, dirigée par la Prusse et excluant l'Autriche, ou bien une grande Allemagne, regroupant tous les états allemands et dirigée par l'Autriche. En tout cas, pour l'heure, rien ne se fait. Et d'ailleurs, l'attitude française qui cherche à remporter des territoires allemands en échange de son soutien à tel ou tel parti déplaît aux Prussiens. Les choses ne commencent à bouger qu'en 1862, lorsque Bismarck devient chancelier prussien. Sous son gouvernement, la Prusse et l'Autriche entrent ensemble en guerre contre le Danemark, guerre qui se révèle sans surprise victorieuse. Mais après celle-ci, les hostilités austro-prussiennes s'accroissent pour plusieurs raisons, et les deux pays finissent par entrer en guerre entre eux. Le conflit se solde par une nette victoire prussienne. Cette guerre rebat les cartes du jeu. La Prusse étant imposée face à l'Autriche, elle a désormais les mains libres pour mener sa politique en Allemagne. On dissout alors la Confédération germanique et la remplace par une confédération de l'Allemagne du Nord, dirigée par la Prusse. Bismarck se voit déjà en unificateur de l'Allemagne, mais il reste des freins à celle-ci, à commencer par les États allemands du Sud, et surtout la Bavière, et la France, qui s'est opposée à l'intégration de ceux-ci au sein de la nouvelle confédération. Mais en 1866, Bismarck met secrètement la pression sur ceux-ci pour qu'ils signent chacun une alliance militaire avec la Prusse. Il ne reste alors plus qu'à déclarer un grand conflit commun pour enfin réunir tous les États allemands sous l'hégémonie prussienne, à l'exception de l'Autriche. Les tensions entre la France et la Prusse atteignent leur paroxysme dans les années 1860, alors que Napoléon III est au pouvoir à Paris. En fait, depuis la guerre entre le Danemark, la Prusse et l'Autriche, Bismarck a fait de nombreuses promesses secrètes à la France, afin que celle-ci ne soutienne pas ses adversaires, et surtout afin qu'elle n'intervienne pas lorsque la Prusse et l'Autriche entreront en guerre l'une contre l'autre. Mais de toutes ces promesses, la Prusse n'en tient aucune, et ça mène à une crise qui chamboule l'Europe en 1867, la crise luxembourgeoise. Pour faire très simple, Bismarck avait promis à Napoléon III qu'il pourrait s'étendre en Belgique et dans le Luxembourg s'il n'interférait pas dans les négociations de paix entre la Prusse et l'Autriche. Alors, la France propose de racheter le Luxembourg aux Pays-Bas contre 5 millions de florins. Le roi des Pays-Bas, Guillaume III, y est favorable, et la population luxembourgeoise semble elle aussi favorable à ce rachat. Mais au dernier moment, la Prusse revient sur sa parole et s'oppose à cet achat. Au final, la France n'achètera jamais le Luxembourg, et ce dernier annonce sa neutralité en cas de conflit. Cette crise jette un premier froid dans les relations franco-prussiennes, mais elle ne provoque pas de guerre. En revanche, pour ce qui est de la crise de succession d'Espagne, c'est différent. En 1869, la reine d'Espagne est forcée de fuir le pouvoir avant d'abdiquer en 1870. Le Parlement espagnol en profite pour offrir une constitution au pays. En revanche, il exclut les Bourbons du trône. Il faut alors trouver un nouveau souverain, et c'est un membre de la famille des Hohenzollern, la famille régnante de Prusse, qui se propose pour ça. Catastrophe! La France veut tout sauf voir un Prussien sur le trône d'Espagne. Napoléon III exige alors que cette candidature soit retirée. Et dans les faits, le Prussien accepte de retirer celle-ci. Mais les négociations tournent mal et Bismarck joue de la situation pour pousser la France à la faute. En falsifiant une dépêche diplomatique, il fait croire que l'ambassadeur français a été gravement humilié par le roi de Prusse. Lorsque la nouvelle arrive en France, l'opinion populaire s'enrage et la majorité des parlementaires veulent la guerre. Napoléon III lui-même ne s'y oppose pas. Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Et quelle guerre! La France n'est à ce moment pas du tout prête à mener une grande guerre en Europe. Sa logistique n'est pas au point et son réseau de chemin de fer ne permet pas de lever une armée massive aussi rapidement et efficacement que la Prusse. Pire encore, la France est l'agresseur. Elle déclare une guerre qui n'a pas lieu d'être. Et ainsi, elle pousse les États allemands du Sud à honorer leur alliance avec la Prusse, tandis qu'aucun pays européen n'est prêt à rejoindre cette guerre côté français. Ce qui devait arriver arrive donc. L'armée enchaîne les défaites désastreuses. Wissembourg, Spicheren, Worms, Sedan. À peine 2 mois après le début du conflit, les Prussiens posent le siège devant Paris. En 1871, avec le traité de Francfort, la France cède l'Alsace-Moselle et d'immenses réparations de guerre à l'Allemagne. À l'Allemagne, parce que oui, la guerre a permis à Bismarck de réaliser son plus grand objectif, l'unification de l'Allemagne sous l'influence prussienne. Plus grande humiliation encore, celle-ci a été proclamée à Versailles, dans la galerie des glaces. Ce traité polarise la haine franco-allemande pour les années qui suivent, même si la France abandonne peu à peu l'espoir de récupérer un jour l'Alsace-Moselle.
Bismarck a réalisé tous ses objectifs. Il est parvenu à écarter l'Autriche du monde allemand, à vaincre la France et unifier les Allemands en un seul empire, sous la forme d'un État fédéral dans lequel les différents princes allemands sauvegardent une autonomie importante, mais qui est bel et bien dirigé par l'ancien roi de Prusse, devenu empereur d'Allemagne. Dans cette configuration, il le sait, l'Allemagne a tout ce qu'il faut pour devenir la plus grande puissance du continent. L'heure n'est plus à l'expansion, il faut maintenant se contenter de sauvegarder la paix, et avec elle, les acquis de 1871. Lucide, il sait que si une guerre se déclenche, c'est la France qui en sera à l'origine. Il se rend bien compte que la conquête de l'Alsace-Moselle et l'humiliation qui a suivi la guerre de 1870 attisent un esprit revanchard en France. Et il s'inquiète d'autant plus que la Troisième République parvient à verser les immenses réparations de guerre en seulement 2 ans. Le versement de la somme est d'ailleurs si rapide qu'il participe au crash boursier de 1873 qui secoue toute l'Europe. Bref, pour sauvegarder la paix, il faut isoler la France diplomatiquement et l'encourager à tourner la tête ailleurs qu'en Europe. Mais où? Après tout, la France a toujours été, avant tout, une puissance continentale. Ses rêves en Amérique ont depuis longtemps été balayés par la Grande-Bretagne. Il reste cependant un territoire immense dans lequel les Européens ne se sont encore jamais enfoncés profondément, où la France a déjà quelques intérêts et sur lequel l'Allemagne de Bismarck accepterait de tracer une croix au profit de la paix en Europe, l'Afrique. Cette politique de Bismarck fonctionne bien, très bien même. La France investit effectivement autant que possible dans l'aventure coloniale, poursuivant ses conquêtes en Asie, en Océanie et en Afrique, et ne fait pas de vagues en Europe, où elle est terriblement isolée. En 1885, Bismarck préside la conférence de Berlin. Celle-ci réglemente la colonisation de l'Afrique, et l'Allemagne en profite pour soutenir la Belgique dans son entreprise coloniale au Congo, où elle est en compétition avec la France. Mais un changement de souverain met un terme à cette politique allemande, lorsque Guillaume II accède au pouvoir en 1888. Il est en désaccord avec la politique de Bismarck. Celui-ci est alors rapidement écarté du pouvoir. Tandis que l'Allemagne est en train de devenir la première puissance industrielle d'Europe, elle s'engage maintenant elle aussi dans la course à l'Afrique, où elle récupère certaines régions. Mais ce revirement de la diplomatie allemande ruine tout le système bismarckien. Il permet de renforcer un rapprochement franco-russe, encouragé par l'hostilité entre l'Autriche-Hongrie et l'Empire des Tsars. Les deux pays, la France et la Russie, signent ainsi une alliance dès 1892. Mais ce revirement encourage surtout un rapprochement franco-anglais, ces derniers s'inquiétant de la perte de leur hégémonie économique et maritime au profit des Allemands. L'isolement de la France en Europe est brisé, et ainsi on ouvre la porte au déclenchement d'un nouveau grand conflit. En plus de ça, les hostilités franco-allemandes se renforcent. Le revanchisme contre l'ennemi outre-Rhin est institutionnalisé en France. Les enfants apprennent la haine de leurs voisins à l'école de la République, tandis que Français et Allemands cristallisent leur rivalité autour de la crise marocaine. Alors que la France tient à s'emparer de ce territoire, le sultan marocain se tourne vers l'Allemagne pour trouver un soutien à son indépendance. En 1905, l'empereur Guillaume II se rend à Tanger où il prononce un discours dans lequel il défend l'indépendance marocaine. La crise est réglée par une conférence internationale qui donne raison à la France, mais elle reprend de sitôt en 1912 lorsque l'Allemagne envoie un navire militaire au large des côtes marocaines, ce qui a 2 doigts de provoquer une guerre. Les Britanniques eux-mêmes se déclarent prêts à soutenir la France en cas de conflit. Ils s'inquiètent alors tout particulièrement du développement rapide de la marine allemande. L'Allemagne fait une nouvelle fois marche arrière, et le Maroc est définitivement partagé entre la France et l'Espagne. Mais l'intrusion des Teutons dans la question et le commerce colonial chamboule l'équilibre patiemment élaboré par le duo franco-britannique. Et c'est là l'une des raisons, parmi tant d'autres, du déclenchement d'un nouveau grand conflit mondial. « 28 juin 1914. L'archiduc d'Autriche, héritier du trône et seul espoir d'une Autriche-Hongrie en crise, François Ferdinand, est assassiné à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Le tueur est Gavrilo Princip, membre d'un groupuscule nationaliste yougoslave. L'Autriche-Hongrie réagit violemment à cet événement. On tisse rapidement un lien entre l'assassinat et la Serbie. Et en réponse à celui-ci, on envoie un ultimatum inacceptable aux Serbes. Ceux-ci devraient accepter de livrer les auteurs de l'attentat, d'interdire une série de groupuscules politiques anti-autrichiens et accorder la libre intervention de la police autrichienne sur le sol serbe. Puisque cet ultimatum est refusé, c'est évidemment la guerre qui éclate. Mais la Serbie n'est pas seule, elle a depuis toujours des liens très privilégiés avec sa grande sœur slave, la Russie, qui lui assure aussi tout son soutien en cas de guerre. L'Allemagne, elle, compte bien respecter son alliance qui la relie à l'Autriche-Hongrie en cas de conflit avec les Russes. Bref, la situation est en train de dégénérer, mais à ce moment, il est encore possible de faire marche arrière. La Grande-Bretagne propose d'ailleurs sa médiation afin de régler tout ça pacifiquement. La Serbie accepte cette proposition et annonce même être prête à accepter toutes les demandes autrichiennes, à l'exception de celles qui concernent l'intervention d'une police étrangère sur son sol.
Mais les Autrichiens veulent leur guerre. Solidement appuyés par les Allemands, ils déclarent celle-ci le 28 juillet. La France, conformément à son alliance, assure la Russie de son soutien. Le tsar, rassuré, décrète alors la mobilisation et établit ses troupes à la frontière hongroise. L'Allemagne mobilise en retour. La Grande-Bretagne, hésitante, rappelle simplement qu'elle défendra la neutralité belge. Or, c'est justement par la Belgique que l'état-major allemand comptait envahir la France. Mais le processus est inarrêtable en Allemagne, et en 3 jours seulement, le pays déclare la guerre à la Russie et à la France, avant d'engager une invasion de la Belgique. En réponse de quoi, la Grande-Bretagne s'engage elle aussi dans le conflit. Évitons de trop nous attarder sur le déroulement de la guerre en elle-même. Guerre de mouvement, les troupes françaises reculent, puis bataille de la Marne, le front se stabilise et on s'enterre, bataille de Verdun. À l'est, la Russie subit un terrible revers avant de totalement s'effondrer sous le coup de la révolution bolchevique. La France ressort détruite de la guerre. Une bonne partie de son territoire a été occupée pendant toute la durée du conflit, tandis que les combats sont déroulés sur son sol. Avec le traité de Versailles, qui met un terme au conflit, les empires perdants sont démantelés, parfois de manière assez grossière, afin d'offrir un pays aux différentes nations qui les composaient. L'Allemagne, elle, est pointée du doigt comme étant la principale responsable de la guerre. Elle perd quelques territoires, au profit de la Belgique et du Danemark, une grosse partie au profit de la Pologne, et restitue l'Alsace-Moselle à la France. Elle doit également verser d'immenses indemnités de guerre, à l'interdiction d'entretenir une armée digne de ce nom et perd ses colonies. Le traité est souvent jugé trop conciliant par une partie de la sphère politique française, et trop agressif par d'autres. Quoi qu'il en soit, avec ce traité, la haine change de camp pour les années à venir. Alors que la germanophobie avait atteint son pic au début des années 1900, celle-ci disparaît progressivement en France après la victoire de 1918. Globalement, il n'y a plus que l'extrême droite, avec l'Action française en tête, qui s'appuie toujours sur le revanchisme. En Allemagne, en revanche, la francophobie atteint des sommets. Au lendemain de la guerre déjà, les nationalistes en veulent aux politiciens qui ont négocié avec les Alliés, alors que l'Allemagne n'avait pas été vaincue et que son territoire n'était pas en danger. De l'autre côté, l'humiliation qui découle du traité de Versailles, notamment l'article 231 qui souligne la responsabilité de l'Allemagne dans la guerre, soulève un grand ressentiment dans le pays. Tandis que les conséquences du versement des réparations de guerre et l'occupation de la Ruhr et de la Sarre par les troupes françaises n'améliorent pas non plus la situation. Le parti nazi se repose sur cette haine dès sa fondation, et l'un de ses premiers objectifs est l'annulation du traité de Versailles. En parallèle de ça, on assiste au fil du temps à une nouvelle montée des tensions et à plusieurs tentatives d'apaisement entre la France, l'Allemagne et les autres puissances. Toujours inquiétés par l'existence de l'Allemagne, la France et la Belgique signent les accords de Locarno en 1925. Avec ceci, les frontières occidentales de l'Allemagne sont garanties par le Royaume-Uni et l'Italie, tandis qu'on interdit l'usage de la guerre pour régler les litiges du traité de Versailles. La France et la Pologne en profitent également pour officialiser leur alliance. S'ensuit le pacte Briand-Kellogg, avec lequel tous les grands États européens condamnent l'usage de la guerre pour régler ces différends. Après celui-ci, la France accepte de se retirer précocement de la Rhénanie entre 1929 et 1930. En 1929 enfin, les États-Unis mettent en place le plan Young pour alléger le poids des réparations de guerre allemandes. Ces années de rapprochement se heurtent toutefois à partir de ce moment à une succession de malheurs qui gâchent toutes les avancées. La crise économique de 29 chamboule l'économie mondiale, l'Allemagne n'est plus en capacité de payer ses réparations de guerre, et les pays alliés ne peuvent plus rembourser leurs dettes aux États-Unis. La France connaît elle une période d'instabilité politique, tandis que les nazis renforcent leur présence en Allemagne jusqu'à arriver au pouvoir en 1933. À partir de ce moment, l'hostilité franco-allemande connaît un nouvel essor. La France fait capoter un traité d'union douanière entre l'Allemagne et l'Autriche, les nazis se retirent eux des négociations sur le désarmement, et la Rhénanie est remilitarisée. Toutefois, la Grande-Bretagne refuse catégoriquement le déclenchement d'une nouvelle guerre. Elle refuse alors de soutenir la France et accepte toutes les transgressions allemandes, jusqu'à reconnaître l'annexion de l'Autriche en 1938, pourtant strictement interdite par le traité de Versailles, puis l'annexion des Sudètes la même année. Mais l'Allemagne ne s'arrête pas là, et va jusqu'à soumettre l'entièreté de la Tchécoslovaquie, ce qui provoque un revirement de l'opinion britannique. L'Europe est alors prête à s'engager dans une nouvelle guerre. Le 1er décembre 1939, l'armée allemande engage son invasion de la Pologne. Celle-ci est suivie, le 3 septembre, de la déclaration de guerre franco-britannique envers l'Allemagne, puis le 17 septembre de l'invasion soviétique de la Pologne. C'est là le début de la Seconde Guerre mondiale. Encore une fois, on va éviter ici de décrire trop précisément les événements de la guerre,
qu'on connaît tous déjà dans les grandes lignes. Après son succès en Pologne, le Reich se tourne vers la France, avec laquelle il n'y a pas eu de combat d'envergure depuis le début des hostilités, et il ne faut que quelques semaines pour obtenir un armistice. Dès lors, l'Allemagne se fait maître de l'Europe, les combats se dérouleront désormais surtout sur les autres fronts, dans les colonies, puis en Europe de l'Est, jusqu'au débarquement des Alliés en Italie en 1943 et en Normandie en 1944. Le 30 avril, l'armée rouge entre à Berlin, avant que les responsables allemands ne signent la capitulation le 8 mai. Après la victoire, l'Allemagne est divisée en 4 zones d'occupation. La France a la chance d'être considérée comme une puissance vainqueur grâce aux efforts de Churchill et de Gaulle en ce sens. En France, on continue de s'inquiéter de son voisin au-delà du Rhin. Les massacres récents, et notamment celui d'Oradour-sur-Glane, qui a fait plus de 600 victimes innocentes en juin 1944, pèsent encore longtemps sur la vision de l'opinion publique envers le voisin allemand. Mais d'un autre côté, les Français ne sont pas blancs non plus, et se sont souvent satisfaits de l'indifférence, voire de la collaboration pendant l'occupation. Ça explique sûrement que la vision de l'opinion publique se fait plus modérée envers l'Allemagne après la guerre. Dès 1946, les journaux filmés montrent les Allemands en train d'être punis. On montre déjà qu'une réconciliation est possible. Au début de la guerre froide, on y montre des images qui suscitent la compassion, notamment les vagues d'immigrés allemands polonais et les images du blocus de Berlin, même si on considère encore que ce qui arrive aux Allemands est mérité. La création des deux Allemagnes en 1949 fait peur en France. On s'inquiète de la naissance d'un potentiel quatrième Reich, alors qu'au début des années 50, on montre dans les journaux le rapprochement franco-allemand et la reconstruction du pays. Les médias suivent ici la vision globale du monde politique français et de l'opinion publique. Ainsi, après la guerre, la France s'oppose à la fondation d'un nouvel État allemand unifié, de crainte que celui-ci ne devienne une nouvelle fois une menace. Et elle cherche à intégrer la Sarre, une région productrice de charbon. Lorsque les Alliés, dans le contexte du début de la guerre froide, décident finalement d'autoriser la mise en place d'un nouvel État allemand à l'ouest, la France s'y plie, mais celui-ci reste en partie occupé et démilitarisé. De plus, pour s'assurer de la paix, il est décidé de tisser des liens économiques très importants entre la France, la RFA, l'Italie et les pays du Benelux. Ça mène à la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951. La CK pose la première base de la réconciliation et de l'amitié franco-allemande. Elle sera suivie en 1957 par le traité de Rome qui fonde la Communauté économique européenne visant à instaurer un marché commun. La France et l'Allemagne sont ainsi devenus les moteurs de la construction européenne. La réconciliation franco-allemande a été la clé de voûte de la mise en place d'une paix durable en Europe de l'Ouest. Une paix qui était pourtant devenue inimaginable depuis la chute de l'Empire romain 1500 ans plus tôt. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. L'action entreprise doit toucher au premier chef la France et l'Allemagne. Cette proposition réalisera les premières assises concrètes d'une fédération européenne indispensable à la préservation de la paix.